Bonsoir à tous. Oui, l'ambiance est tout à fait gaie quand on a atteint les objectifs fixés pour la semaine. Oui, puisque nous sommes en fin de semaine et également sur le grand rendez-vous. Même ambiance, gaieté, pourquoi pas sur le grand rendez-vous, car objectif atteint également pour toute l'équipe. Bienvenue à chacun et à tous et suivez la météo. Vous êtes bien sûr sur le grand rendez-vous. La COP 24, c'est à Katowice et également sur BB24. Le grand rendez-vous vous plonge dans les débats sur la neutralité carbone ce soir. Nous parlerons économie également, économie de la culture et précisément d'une matière première. Il s'agit bien évidemment du patrimoine culturel immatériel. Que peut-on tirer bien sûr de cette richesse dont regorge vraiment le Bénin? Nous allons en parler tout à l'heure sur la rubrique Horizon Culture. Et la lutte contre la corruption est au cœur de l'entretien avec l'expert ce soir. La plume est également considérée comme une arme contre la corruption. Et nous essaierons en tout cas de vous parler de cette causerie littéraire sur la lutte contre la corruption. Ça aura lieu bien sûr ce week-end. Portez-vous bien mesdames et messieurs, restez bien évidemment avec nous car le grand rendez-vous démarre et n'oubliez surtout pas à 19h45 de suivre le journal avec Ulvaeus Balogun à la présentation ce soir. Bonsoir Ulvaeus. Bonsoir Assiem Gaba. Le grand rendez-vous, c'est également le journal, je le disais, tout à l'heure à 19h45, on va vous retrouver pour les détails. Dites-nous déjà, il y a quoi au menu du 19h45 ? Pour le 19h45 de ce soir, nous allons voir un groupe de jeunes enfants béninois éco-citoyens présents à Katowice en Pologne. Leur combat, c'est de dénoncer les effets néfastes du réchauffement climatique et plaider pour un changement de comportement. Nous irons ensuite à l'université d'Abomey-Calavi aux côtés de professeurs et d'universitaires pour comprendre comment la sociologie peut impacter le développement du Bénin. Enfin, instant découverte du nouvel album du duo Landry Plus. Ils font de la musique acoustique et le titre de leur premier album est intitulé Aflemi, comprenez en français, souviens-toi de moi. C'est l'essentiel de l'actualité de ce soir à Siongaba. Et merci beaucoup à vous, Ulvaeus Balogun. Rendez-vous à 19h45 exactement pour donc les détails. Allez. Nous allons, en attendant bien sûr de retrouver Ulvaeus Balogun à 19h45, continuer, pourquoi pas, avec le grand rendez-vous, ouvrir, si vous voulez, les débats. À présent, on commence par Nature et Bien-être. Nature et Bien-être aujourd'hui parle de la neutralité carbone en débat à la COP 24 à Katowice. Oui,
La COP24, c'est là-bas, c'est également ici sur le grand rendez-vous. Suivons d'abord cet élément de William Choki, qui se trouve bien évidemment là-bas, qui nous parle de la COP24 en chiffres. Regardez. Chaque année, elle draine du monde. Un monde impressionnant venant de 190 pays de la Terre. 24e conférence des parties sur le changement climatique. Katowice en Pologne, la terre d'accueil des délégués, acteurs politiques, responsables d'ONG, on se bouscule au portillon pour accéder à la grande salle de conférence. Des rangs interminables pour le contrôle sécuritaire et nous voici à l'intérieur du splendide Conference Center de Katowice. Il y a plus de 28 000 personnes, dont 1500 représentants des médias. Les stands, ils sont les plus visibles. Chaque pays y va de son ingéniosité, couleur, attrait physique, gadget, tout pour attirer les milliers de visiteurs. Partout, on étale le package de technologies en matière d'énergie renouvelable, éolienne, le solaire, la biomasse, pour ne citer que ces quelques exemples. Un accent particulier est mis sur la neutralité carbone et l'égalité des sexes. La COP24 de Katowice, une conférence verte, c'en est une. Des matériaux recyclables ont été utilisés pour aménager les salles de conférence, des meubles en carton recyclé, une politique de gestion des déchets street, très peu de plastique. À cette COP, plus de 100 événements mettront en lumière les actions dans le domaine des transports, de l'eau, de l'utilisation des sols, un ensemble d'actions climatiques pour protéger la Terre. La COP24, Trump n'est peut-être pas là, mais il y a un Américain ardent défenseur de l'environnement, Arnold Schwarzenegger, l'une des figures de cette conférence sur le climat, une présence comme pour dire les États-Unis restent dans l'accord de Paris. Ah oui, parlons COP24 avec monsieur Edmond Sosoupé, docteur Edmond Sosoupé, qui est enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation de retrouver et de nous plonger au cœur, bien sûr, de la COP24 avec ce soir. Plaisir. Voilà. Bonsoir, Amandine Aniabosso. Bonsoir à vous, Assum Gaba. On est à Katowice ce soir. On est à Katowice depuis lundi d'ailleurs. Ah oui. Et moi, il y a quelque chose que William Choki a dit. J'ai bien envie de relancer la question à notre invité ce soir. Est-ce que la présence de Arnold Schwarzenegger signifie réellement que les États-Unis sont toujours dans l'accord de Paris? Non, pas officiellement, puisque Arnaud est venu à titre personnel. Parce qu'il est un défenseur de la nature. C'est un défenseur de la nature. Il y en a un bon nombre d'Arnaud aux États-Unis, des gens qui sont vraiment climato-optimistes, qui pensent qu'on ne peut rien faire sans le climat, mais la ligne politique actuelle des États-Unis, tenue par le président Trump, dévie un peu par rapport à l'accord de Paris. Okay, l'autre sujet au cœur des débats à Katowice, c'est la neutralité carbone. Quand on parle de neutralité carbone, on parle de quoi? Oui, merci beaucoup, Madame Aniabosso. Avant de parler de neutralité carbone, il me plaît de parler des origines anthropiques des gaz à effet de serre. Voilà. Parce que la neutralité carbone est vue par rapport aux gaz à effet de serre. Alors, il y a deux sources principales pour les gaz à effet de serre. Il y a des sources qui dépendent de l'énergie, notamment de l'énergie fossile, telle que le pétrole, telle que les gaz naturels, tels que le charbon. Et là, on a par exemple la production d'énergie. Au Bénin ici, nous avons l'énergie hydraulique, mais nous avons aussi l'énergie thermique. Il y a des groupes qui nous génèrent de l'énergie. Donc au niveau mondial, ces formes de production d'énergie produisent beaucoup de gaz à effet de serre. Il y a les transports. Vous n'êtes pas sans savoir que nos automobiles utilisent de l'essence. Et donc, à la suite de la combustion, une bonne partie de dioxyde de carbone. Encore que c'est des véhicules qui ne sont pas trop neufs. Voilà, surtout que chez nous, qui polluent beaucoup plus l'environnement. Les plus jeunes ont au moins 10 ans, donc voilà. Mais il y en a qu'on achète neuf aussi. Bien sûr, mais la proportion est bien faible, mon cher ami. Donc, il y a, dans les pays tempérés, il y a le chauffage des bâtiments pendant l'hiver, où on utilise massivement
du gaz naturel. Donc cela génère des gaz à effet de serre. Il y a les traitements des déchets qui aussi occasionnent beaucoup de gaz à effet de serre. Il y a les industries. Nous, au Bénin ici, et d'ailleurs en Afrique, nous contribuons pour très peu pour la production de gaz à effet de serre, 4% seulement. Et 25 pays au niveau mondial produisent environ 83% de polluants gaz à effet de serre. Donc la deuxième source de production de gaz à effet de serre et qui n'est pas liée à l'énergie, c'est l'occupation des sols. Vous savez que de plus en plus, nous travaillons à déforester, à détruire, à réduire le couvert végétal. Or, ce couvert végétal constitue un puits de carbone. Donc, à force de détruire ce couvert végétal, on n'a plus la possibilité d'absorber une bonne partie du carbone anthropique. Il y a l'agriculture, les techniques agricoles, l'utilisation des pesticides, des engrais chimiques et tout ça contribue aussi à une production importante de gaz à effet de serre. Une fois cela dit, je vais maintenant parler de la neutralité carbone. Alors, en ce qui concerne la neutralité carbone, il faut dire que c'est dans le rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat que la notion a été abordée plus récemment. Sinon, l'accord de Paris de 2015 avait déjà posé la problématique de neutralité carbone. Voilà. Et donc, dans ce rapport du GIEC, la neutralité carbone est définie comme l'état dans lequel toute émission anthropique résiduelle de CO2 est contrebalancée par des éliminations anthropiques du même gaz. En français plus... De manière à ce que la quantité de gaz à effet de serre qu'on produit de par nos activités est éliminée exactement par les comportements que nous avons pour réabsorber ce dioxyde de carbone. C'est-à-dire on produit et en même temps on élimine. On produit et on élimine. Voilà, donc c'est ça la neutralité, c'est le fait d'éliminer, en fait la neutralité. C'est le fait d'arriver à un bilan net, nul, équilibré. La quantité produite est égale à la quantité éliminée. Donc là, on parle de neutralité carbone. Et les pays ont jusqu'en 2050 pour atteindre cette neutralité carbone. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs façons pour arriver à cette neutralité carbone. Et c'est ça qui est intéressant. La première façon, c'est d'accroître en priorité les efforts de réduction de la production de gaz à effet de serre. Et deux scénarios sont possibles. Et lorsqu'on veut maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré, c'est qu'il faut baisser la production de gaz à effet de serre de 45% par rapport à son niveau de 2010 jusqu'en 2030 et maintenant d'arriver à la neutralité carbone en l'an 2050. En l'an 2050, mais est-ce que... Est-ce que ce n'est pas un projet très ambitieux? Non, ce n'est pas si ambitieux que ça. Parce que dans l'accord de Paris, il est défini un certain nombre d'actions à mener au niveau pays. Donc chaque pays doit revoir le fonctionnement de ses usines, le fonctionnement du transport, le fonctionnement de la production d'énergie, de manière à commencer par réduire la production de gaz à effet de serre. Si nous prenons le cas de la France, sous le ministre Nicolas Hulot, il avait dit qu'il y a un certain nombre de réacteurs qu'on devait arrêter. Il y avait un certain nombre d'énergies fossiles qu'il fallait réduire pour pouvoir arriver en France à la neutralité carbone en 2050. En 2050, il y a l'Espagne également qui a emboîté le pas à la France. Bien sûr, l'Espagne également est en train de travailler. Beaucoup de pays européens sont restés dans l'accord de Paris pour que l'Europe puisse être la locomotive. Parce qu'en réalité, l'Europe est le deuxième pays, le deuxième continent le plus pollueur après les États-Unis.
Vous voyez? Donc, ils sont conscients de ce ils que... jouent leur partition. Ils jouent leur partition. Alors les Africains, eux, ils font quoi? Ils attendent qu'on Ben, Bon, les l'Afrique, qu'on leur donne l'argent. peut-être on se dit qu'on n'émet pas assez de gaz. Oui, de en réalité, nous non, n'émettons pas. nos nous n'émettons comportements- Mais ce n'est pas Non. pour ça qu'il faut croiser les bras. Non, mais vous savez, Non. si les pays africains pouvaient même se comporter comme la Chine, le Brésil, l'Inde, qui veulent d'abord atteindre un niveau de développement oui. qui puisse leur permettre de gérer maintenant la question environnementale, ça aurait été bien. Nous avons croisé les bras. Nous ne faisons rien pour nous développer. Et parce que nous ne nous développons pas, nous ne produisons pas de gaz à effet de serre. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Et par rapport à la neutralité carbone, il y a le GIEC qui propose également une captation naturelle du carbone ou bien la création de puits artificiels. Ben, bien sûr, la première solution que j'ai avancée, c'est d'accroître les efforts de réduction de production. Maintenant, la deuxième solution, comme vous le dites, d'abord, c'est de protéger les puits de carbone. C'est-à-dire tout ce qui est forêt, il faut protéger. Tout ce qui est mangrove, il faut protéger. Parce que la mangrove est une formation, est une essence végétale de type particulier qui a la possibilité de fixer 11 tonnes de dioxyde de carbone à l'hectare. Je l'avais dit dans d'autres émissions, parce que la mangrove a des équipements qu'on appelle les stomates, aussi bien au niveau des feuilles, ce qui est le cas pour tous les végétaux verts, mais aussi au niveau de son corps, de la tige, des branches, tout ça. Donc, elle a la possibilité de fixer une quantité inimaginable de dioxyde de carbone par la photosynthèse. Donc, pour cette raison, nous devrions normalement protéger nos mangroves. Nous, on veut de l'argent pour protéger. Je suis le cri de détresse du professeur Michel Bocor, qui n'est pas d'accord avec les coupes de mangroves. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Oui. Et nous devons, ça c'est des comportements éco-citoyens. Alors que quand on parle de mangroves, on en a quand même au On Bénin. en a, et on on a peut tellement détruit aussi, conserver ça. Et on en a tellement détruit. On en a suffisamment détruit. Bon, à l'ABE, on essayait de faire de la végétalisation pour reconstituer ces mangroves. Ça se poursuit, mais c'est un travail de beaucoup de gens. Maintenant, la dernière façon de réduire, Rapidement. la dernière façon de réduire, c'est de promouvoir les technologies à émissions négatives. C'est-à-dire, au lieu de produire du dioxyde de carbone, cette technologie en absorbe. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de ce moment, on est sûr qu'on est en route pour aller à la neutralité carbone d'ici à 2050. Voilà. Merci beaucoup à vous, Dr. Soussoupé. C'est toujours le même plaisir. Merci Amandine Onyaboso. Merci docteur. À très bientôt. Merci bien. Merci. Avec vous, chers téléspectateurs, nous allons continuer bien sûr le grand rendez-vous en attendant bien sûr de retrouver Luvaeus Balogun à 19h45 pour le journal. On va recevoir Rapé Goudou avec lui. Nous allons parler bien sûr culture, de l'économie de la culture. Économie de la culture basée bien évidemment sur le patrimoine immatériel. C'est Horizon Culture. Que peut-on vraiment tirer du patrimoine culturel immatériel? Grosse interrogation aujourd'hui. Eh bien, il faut également se poser cela et chercher, pourquoi pas, des solutions, des réponses qui vont bien sûr contribuer à développer l'économie de la culture au Bénin. Parce que quand on parle de patrimoine immatériel, le Bénin en regorge. Je pense que c'est pas Rapé Goudou qui me dira le contraire. Il est notre invité sur Horizon Culture ce soir. Bonsoir Rapé. Bonsoir chers amis, bonsoir chers éditeurs chers téléspectateurs. Ouais. Ah ouais, je sais que vous êtes beaucoup plus habitués à la radio, donc ça se comprend tout simplement. Alors, on parle d'économie de la culture, on parle également de patrimoine culturel immatériel. C'est quoi quand on parle de patrimoine culturel immatériel? C'est quoi? Alors, quand déjà on dit immatériel, c'est qu'on ne peut pas toucher. Ah d'accord. Ouais, on ne peut pas toucher, c'est pas palpable. Bien qu'un bien soit physique, il regorge de plusieurs attributs immatériels. Lorsque, par exemple, nous prenons les costumes du Vodou Sapata,
Oui. Hein, c'est un exemple que je donne. Oui. Vous voyez, les costumes, on peut les toucher. Mais ils sont classés dans le domaine du patrimoine immatériel. Pourquoi? Juste parce qu'ils véhiculent des symboles, des sens. Chaque couleur utilisée veut véhiculer un message. D'accord? Et je quitte là, je parle de des chansons. Les chansons aussi sont dans le registre immatériel. Parce que c'est vrai, on ne peut pas toucher la chanson. C'est un homme ou une femme qui sort des mots, mais qui véhicule aussi des messages, et etc. Et quand nous prenons par exemple nos valeurs liées à la nature et à l'univers, les plantes par exemple, une plante plus une autre, ça peut guérir telle maladie. C'est immatériel. Bien que la plante soit physique, on les touche. Voilà, on peut les toucher. Ouais. Mais c'est en fait la valeur qu'il véhicule qui est immatérielle et c'est ça qui joue tout le grand rôle. Vous prenez le masque Guélédé. Le Guélédé, par exemple, debout, on voit un masque. Donc, ce n'est pas ce qui se comporte seulement qui est le masque, mais c'est tout. Hein, ce que nous voyons debout qui représente le Guélédé en masque. D'accord? Mais c'est le genre oral, c'est tout ce qui entoure le Guélédé. D'accord? Les rituels, les chansons, les danses, les tam-tams, les tambours, etc. Le bolodjo, c'est ça qui est en fait bien indiqué pour le Guélédé. Et tout cet ensemble fait partie des attributs donc immatériels du Guélédé, dont le genre oral est inscrit sur la liste de sauvegarde du patrimoine immatériel de l'UNESCO. On a tendance à définir le patrimoine immatériel comme patrimoine matériel et en même temps et tout le reste. Voilà, maintenant donc on a l'impression que c'est un complet en fait. C'est exactement un complet, puisque en matière d'art au Bénin, nous sommes plus riches, en Afrique également. Donc la Convention 2003 a été initiée pour contenter et mettre à l'aise les pays africains qui regorgent de beaucoup plus de biens immatériels. Et dans ce sens, par exemple, vous allez comprendre que le Bénin fait partie des pionniers à initier la Convention 2003 qui régit la sauvegarde du patrimoine immatériel de l'humanité. Et pour définir le patrimoine immatériel, c'est donc l'ensemble de nos cultures, l'ensemble de nos biens culturels qui représentent un héritage pour les générations présentes, qui sont chargés de les transmettre aux générations futures sans pour autant les aliéner. Donc, il y a la notion de transmission qui est capitale, la notion d'héritage qui est capitale et la notion de génération future qui est capitale. Et pour le faire, il faut les pratiquer devant cette jeune génération d'aujourd'hui qui vont se reconnaître à travers ces biens-là, car ces biens, pour la plupart, la totalité de ces biens doivent avoir des communautés détentrices qui savent les manipuler, savent les utiliser devant leur génération, etc. Donc, c'est en réalité les communautés qui sont détentrices, qui sont vecteurs donc, de ce patrimoine qu'ils transmettent de génération en génération. Nous avons connu tout ce qui est attributs royaux à Abomey. Depuis les rois jusqu'à aujourd'hui, le site des palais royaux d'Abomey continue d'abriter des cérémonies périodiques et tout cela entretenues par les lignées royales, etc. Donc ça veut dire que nous sommes riches en Afrique de l'immatérialité. Et maintenant, comment cette immatérialité doit-elle contribuer aujourd'hui à l'économie de la culture? C'est en réalité ça. Et si je reste au Bénin, on comprend aujourd'hui qu'il y a le tourisme qui a été considéré comme un pilier important dans le développement économique. Et donc, pour arrimer le patrimoine culturel immatériel, quand on dit tourisme, tout de suite, les gens ne voient que le bien matériel. D'accord? On doit aller visiter tel site, on doit aller faire ci. Mais les sites en Afrique n'ont aucune valeur sans leur attribut immatériel. Parce qu'il ne sert à rien d'aller, si je vais par exemple sur le site des palais royaux d'Abomey, vous allez voir des murs, etc. Si on ne vous explique pas le rôle social de ces murs, vous n'aurez aucune valeur, vous n'allez voir que des murs. Alors, comment faire du patrimoine immatériel la matière première pour développer l'économie de la culture? Déjà, il faut l'inventaire des éléments du patrimoine immatériel. Et pour faire l'inventaire, vous savez, il y a plusieurs disciplines qui rentrent dans les domaines du patrimoine immatériel. Quand on parle des arts du spectacle, vous avez le théâtre,
le cinéma, la danse, les arts plastiques, etc. Ce sont des disciplines qui animent le domaine du patrimoine, les domaines du patrimoine immatériel. D'accord? Les arts du spectacle. Quand nous prenons par exemple les biens, disons, liés à la nature et à l'univers, nos plantes, hein, la pharmacopée, etc., nous avons aussi les rituels. Les rituels, par exemple, les cérémonies de sortie d'enfants, hein, qui activent la socialisation. Ce sont des choses que nous devons inventorier normalement dans notre pays. Et lorsqu'on fait l'inventaire, c'est qu'on arrive à faire un agenda culturel pour que quand le touriste prend son avion d'une partie quelconque du monde, arrive pour la visite de la destination Bénin, qu'il puisse pendant la période savoir que à Abomey, dans telle période, on fait un festival à Conroux. À Conroux, on fait pour les Rovis. Oui. Par exemple, le 26 octobre et le 13 septembre, je crois, c'est deux jours de l'année qui sont consacrés aux jumeaux. Les jumeaux vivants, ils ont leur jour. Les jumeaux défunts aussi ont leur jour. Donc, la cérémonie des Rovis, par exemple, ça devait être normalement inventorié. Et on doit savoir que, si cela est mis sur la toile, les gens vont cliquer et dire, si je vais au Bénin pendant mes vacances en telle période, je peux non seulement visiter une partie de la route de l'esclave à Ouida, mais profiter pour vivre aussi les cérémonies rituelles, hein, liées aux jumeaux. Et on prend aussi, on va au nord, il y a par exemple la cérémonie des chicottes, hein, des chicottes chez les Lopas. Chez les Lopas. D'accord? Ça par exemple aussi peut être inventorié et on sait la période dans laquelle on le fait parce que c'est pour passer de la vie puberte, donc de garçon à adulte, hein, permettre à ces jeunes-là de se marier. Donc c'est un symbole fort. Donc si je comprends bien, c'est-à-dire il faut faire d'abord l'inventaire, comme vous entendez de le dire, et mettre ça dans un calendrier. Exactement. Mettre ça dans un agenda culturel. Nous avons initié l'agenda culturel. Je crois la première édition, c'était en 2013. Et après, on est passé à un autre agenda qui a été très bien monté. C'était sous le directeur de la promotion artistique et culturelle, Patrick Idowu, en 2015. Mais après ça, pour continuer, sous le ministre Anjounkwe, en 2017, l'agenda a été une aventure mornée. Parce que, bon voilà, les acteurs se sont impliqués. Chaque domaine a envoyé son expert, donc patrimoine culturel, danse, musique moderne, musique traditionnelle et musique d'inspiration traditionnelle, etc. Tous ceux-là ont fait le travail de recensement. Malgré tout ça, nous n'avons pas une liste, on n'a pas une nomenclature, bien sûr, de ce patrimoine. On n'a pas, et c'est ce que je reproche peut-être à la direction du patrimoine culturel, qui doit être la tête de file de l'inventaire de nos biens culturels. Il paraît que ça a été toujours inscrit dans le PTA, mais jamais nous n'avons de liste disponible, nous n'avons d'inventaire disponible. Donc, il faut qu'un travail de conscience soit fait à ce niveau-là pour que nous puissions réellement aller, parce que mais nous avons trop de biens. Quand on prend le Egungun, par exemple, quand on est en train de voir à l'écran, ce qui a d'immatériel, ce sont les rythmes, je comprends bien. Il y a les rythmes. Et la signification, bien sûr, des accoutrements. Ben oui, quand on voit Adi, tu sais que Adi est différent de, comment on appelle, Akuto Agmanon. D'accord? Donc, et Agmanon joue son rôle. Différent de Koto. De Koto et de Togbo. Les Togbo là, c'est pas, voilà. Il y a chaque masque a son rôle social qu'il joue. Et deuxième chose, et en dehors de la partie culturelle publique que nous voyons, il y a tout un arsenal de parties culturelles, hein, qui se passe dans le couvent. Et seuls les initiés ont droit à cela. D'accord? Donc, nous, on n'est pas encore à ça. Parce que cette partie, c'est pour les temples, c'est pour les initiés, et que ça reste là-bas. Mais ce que nous pouvons vendre, c'est l'aspect culturel qu'il faut vendre. Et je vous assure tout, nous avons tellement de biens qu'on peut inscrire d'abord sur le patrimoine national et après les porter sur la liste indicative de l'UNESCO. Et c'est cela qui va nous valoir
le rayonnement et l'attractivité de notre pays à l'étranger. Parce que les gens, ils ont la référence UNESCO qui est là. Ils vont sur le site, disent, bon, les vacances prochaines, je vais les passer où? Je regarde au Bénin, combien de biens sont inscrits sur telle ou telle liste. Il faut que j'aille dans ce pays-là pour voir, on nous parle du Guélédé, comment cela se manifeste. Mais depuis la Convention de 2003, le Bénin a inscrit le Guélédé, le Jean Oral Guélédé, avec ensemble le Nigeria et le Togo, qui ont ça de commun. On l'a porté sur la liste. Mais allez maintenant dans ces deux pays-là, le Togo et le Bénin et le Nigeria, à combien de biens inscrits ils ont déjà sur la liste-là? Et nous, Béninois, qui étions parmi les pionniers de la Convention 2003, grâce à l'ambassadeur Yahi Olabi, aujourd'hui, on est à quel niveau? On est à quelle étape? Donc c'est ça. Nous n'avons pas fait notre inventaire, alors qu'il y a beaucoup de biens qui peuvent être portés. Il faut faire l'inventaire au plan national et pouvoir y piocher pour placer sur la liste de l'UNESCO. Exactement, la liste indicative. Et maintenant, faire le travail de documentation. C'est ce processus-là qui va nous amener maintenant à baser l'économie de la culture. Exactement, parce que rien n'est fait au hasard. Ouais. Lorsque le touriste débarque, c'est qu'il y a la taxe sur unité, sur embarquement qui est prélevée. Oui. Il vient, il doit prendre un hôtel. Taxe sur unité, c'est pour le Bénin. Et après, il va acheter des cadeaux souvenirs, il va prendre à manger, il va prendre des émigrants, il va visiter les sites, il va payer les frais, tout ça. Donc, c'est une économie. Il y a des pays qui se sont, et je crois que c'est le rêve du gouvernement en place, certainement, et il y a plusieurs pays qui le font. La France vend quoi? Le tourisme. D'accord? Donc, il faudrait que nous allions à cette étape-là. Et pour un dernier aspect de la question, vous savez, je voudrais demander à tous ceux-là qui font peut-être de la profanation de ces biens-là, il faudrait que nous puissions prendre conscience que chaque bien que nous avons, c'est qu'ils sont remplis de sens. Et dans notre pays, vous comprenez? Donc il faut que ce soit nous-mêmes qui construisions notre vaudou et qu'on dise voilà, et qu'on arrête de diaboliser tout ce que nous faisons. Voilà. Merci beaucoup à vous, Rapé Goudou, pour toutes ces explications. On va se retrouver très prochainement. Comme le dirait quelqu'un, au Bénin, nous n'avons pas le pétrole, mais nous avons des idées. Et on a la culture à côté. Merci beaucoup à vous. C'est moi. On va continuer avec vous, chers téléspectateurs, et recevoir l'expert de ce jour qui utilise la littérature, la plume comme arme contre la corruption. Bien évidemment, c'est l'expert sur le grand rendez-vous. Demain, samedi 8 décembre, le monde entier affûte une fois encore ses armes dans la lutte contre la corruption. Au Bénin, plusieurs activités sont prévues, dont celle à laquelle vous participez. Emion Dokui, bonsoir. Bonsoir. Je dis jeune leader, activiste, on peut le dire ainsi, c'est ça? Activiste, oui. Activiste, bien évidemment. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais dites-nous, vous organisez une causerie autour d'un livre, d'un ouvrage, bien évidemment. Alors, en choisissant, je dirais, d'animer cette causerie littéraire, est-ce une manière pour vous de dire que la littérature ou les ouvrages également peuvent constituer des armes contre la corruption? Oui, merci Assiom. Bien évidemment. Je vais d'abord essayer de recontextualiser l'activité à laquelle vous faites allusion. Oui. Donc c'est une causerie autour d'un ouvrage et c'est des causeries qui sont organisées de temps à autre par le service d'information de l'ambassade américaine au Bénin et qui choisit à travers ces petites causeries-là d'attirer l'attention des citoyens et des jeunes sur une question précise d'actualité, mais en utilisant évidemment la littérature, les livres. Okay. Donc, évidemment, vous savez qu'il y a la journée nationale de lutte contre la corruption qui arrive demain a priori. Évidemment, la date a été avancée pour que nous soyons en semaine. Et il y a également le 9, qui est la journée internationale de lutte contre la corruption.
Donc c'est dans ce cadre-là que l'ambassade américaine au Bénin organise cette petite causerie donc, que je vais animer autour de l'ouvrage Combattre la corruption, Combattre la corruption. de John Klitgaard. Et la littérature comme élément, comme vecteur de lutte contre la corruption, ce n'est plus une chose nouvelle. Qu'il vous souvienne, l'année dernière, lors de notre campagne des Jeunes Unis contre la corruption, on a organisé sur toute l'étendue du territoire, nous avons, en dehors des activités notamment de formation des agents du service public, d'éducation des jeunes dans les collèges et du hackathon, nous avons pondu un document donc, qui a regroupé environ 10 jeunes, leaders béninois, nigériens, sénégalais, et qui ont écrit des articles dans cet ouvrage-là qui est titré « La corruption racontée » et qui ont dit chacun dans leur pays et dans leur métier la façon dont ils vivent la corruption et les engagements qu'ils prennent au jour le jour pour apporter une solution. Donc, de toujours, la corruption a été traitée donc, dans les ouvrages et de diverses manières. Donc, vous aurez ceux-là qui essaient de comprendre voilà, toute la philosophie derrière la notion de corruption. Vous avez des gens qui vont plus loin, comme Robert Klitgaard, donc, qui au-delà de parler de la philosophie qu'il y a derrière les faits de corruption et l'action même de corrompre, donc, qui vont plus loin et dissèquent des systèmes qui ont été mis en place dans des pays ou dans des zones, dans des régions du monde pour combattre la corruption, afin d'éduquer les autres pays, d'éduquer les autres toute personne qui s'intéresse à cette question. À cette question-là, est-ce qu'il y a le Bénin qui a été abordé dans cet ouvrage parlant de la corruption ou des pays africains? Des pays africains, non. Et enfin, je crois que c'est peut-être parce que nous n'avons pas encore des éléments de réussite tels qu'ils ont été présentés dans ce document-là. Okay. Je crois qu'on a encore à prendre de ces éléments de réussite-là. Évidemment, il faut être clair, des choses sont faites en Afrique. Des jeunes bougent au Bénin, au Nigeria. Il y a des choses qui sont faites par les jeunes ou par des institutions de l'État afin d'apporter une solution au fléau de la corruption. Dans ce livre, les éléments qui sont abordés, ou les pays qui sont abordés, c'est notamment les Philippines, la Chine, où des institutions fortes ont été créées à un moment donné pour apporter une solution fiable et durable à la corruption. À la corruption. Voilà. Et on pourrait aller dans quelques détails, où par exemple, vous vous rendez compte que les coûts engendrés par la lutte contre la corruption sont énormes. On ne se rend pas compte souvent, mais l'auteur explique par exemple qu'il faut éviter de chercher le taux zéro quand on lutte contre la corruption. Ça n'existe pas. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Donc, pour lutter contre la corruption, il faut dépenser aussi beaucoup. Il faut dépenser, évidemment, parce que sensibiliser, éduquer... Il y a une loi qui est ici au Bénin portant lutte contre la corruption. Elle doit être véhiculée, elle doit être divulguée. Qui dit divulgation d'une loi, dit moyen, a priori. Donc, c'est tout un arsenal de choses qui appellent moyens, moyens financiers, techniques, etc. Donc, lorsque vous mettez les deux dans la balance, dit Robert Klitgaard, lorsque vous pensez à coût à mettre en œuvre pour arriver au taux zéro, vous vous rendez tout de suite compte que les coûts que vous mettez en œuvre là pour atteindre le taux zéro, la balance est déséquilibrée. Pour faire la guerre, il faut dépenser aussi. Pour faire la guerre, il faut s'acheter des armes et tout le reste. Avions, etc. Voilà. Donc, quelque part, c'est des choses qu'on apprend dans ce document-là et qui vous édifient donc pour nous, pays en développement, sur des choses que des pays avant nous ont déjà réussi à faire, afin que nous apprenions de ce qu'ailleurs les gens sont arrivés à faire avec beaucoup de volonté. Est-ce que ce ne serait pas bien également qu'on s'inspire de comment est-ce que la corruption se développe ici au Bénin pour sortir quand même des ouvrages de ce genre? Oui, évidemment. C'est là où je voudrais dire, c'est pour ceux qui n'ont pas eu à lire ou à parcourir notre petit ouvrage, La corruption racontée, devrait se rapprocher de nous afin d'y jeter un œil. Il existe d'abord d'ailleurs un format numérique disponible en ligne où, des experts, des jeunes engagés au Bénin qui ont participé, ont traité de la question de comment est-ce que la corruption se manifeste dans notre pays. Voilà, par exemple, en matière électorale, je pense à France OK, ou dans le secteur des affaires, etc. Donc, je perçois votre questionnement, il y a des éléments ici de réponse,
mais ils ne sont pas utilisables tels quels. Voilà. Ils ne sont pas utilisables tels quels. Il y a des éléments de réponse, c'est à nous maintenant de voir qu'est-ce qui a réussi ailleurs, dans quel contexte. Et comment l'adapter. De ce qui a été réussi, oui. Que peut-on prendre en considérant le contexte qui est le nôtre. Le contexte, quand on parle de contexte, c'est des éléments divers. C'est la population, votre démographie, le mode de pensée même des gens, la place que vous donnez à l'administratif ou au pouvoir public, politique dans votre pays, etc., etc. Donc, selon les pays, c'est des éléments qui peuvent être divergents, qui peuvent faire que la lutte contre la corruption aboutit rapidement ou non. Ou non. Alors, quel est le public auquel vous vous attendez au cœur de cette causerie-là? Le public, c'est toute personne intéressée par la question de lutte contre la corruption et qui se verrait bien participer à un débat comme celui-là, participatif. Parce que ce qui va être présenté, c'est des éléments qui vont être des éléments de réflexion pour la communauté. Donc, pour ceux qui veulent y participer, la seule condition, c'est qu'il faut avoir la carte de la bibliothèque de l'ambassade afin d'y avoir accès. Oui. Et pour toute autre personne, on peut vous contacter afin d'avoir l'ouvrage, de le parcourir et voir dans quelle mesure est-ce que nous pourrions demander que on pourrait aider les gens à accéder aux espaces pour participer à cette causerie. Et ça se passe quand déjà? Le 14 décembre, à 9h, dans l'enceinte de la mission américaine. Donc, pour ceux qui ont des cas de la bibliothèque de l'ambassade des États-Unis près le Bénin. C'est gratuit, hein? C'est gratuit, évidemment. Vous accédez facilement. Tout simplement. Merci beaucoup à vous, Emion Dokui. On espère bien vous retrouver, pourquoi pas, sur ce plateau très très prochainement pour continuer. Parce que je me demande, selon Robert Klitgard, est-ce qu'il faut sévir ou continuer à sensibiliser ou même montrer en réalité l'impact négatif que la corruption a sur la population? Pour Robert Klitgard, il faut faire le premier, vous avez dit sévir. Oui. La plupart des exemples cités par Robert Klitgard dans les pays qu'il a étudiés, il faut sévir. Parce que, je vais caricaturer. Il y a, par exemple, à Cotonou, lorsque les gros porteurs ou les bus qui font le tronçon Tokwa vers les zones de Cotonou, quelquefois, ces gens-là ont des comportements déviants sur la route. Et vous avez sûrement rencontré des exemples où le conducteur de gros porteur ou de Tokwa en griffe qui a le comportement déviant se fait repérer par la police. La police, oui. Et donc la police prend son matériel roulant, donc un 4x4, et se met à sa poursuite. Et généralement la police est tendre, ils se mettent devant vous, ou ils vous font la main, etc. Bon, vous avez plusieurs cas où le gros porteur ou le conducteur de Tokwa, au lieu de s'arrêter, tout court, se met à zigzaguer sur la voie, se met à feinter le véhicule de police parce que ne voulant pas s'arrêter. Donc chez nous, il y a un réel problème un problème avec l'autorité, avec la norme. On a un réel, le Béninois a vraiment un réel souci à se mettre de fond, à se mettre en phase avec la norme. La norme existe, le Béninois la connaît, il a du mal à l'accepter et à vivre avec. Enfin, donc, il faut l'amener donc à respecter cela. Il faut l'y amener, sinon il faut passer du temps à éduquer. Donc, à un moment donné, pour l'exemple cité par Robert Klitgard, on a sévi. On a créé une institution, vous verrez, pour ceux qui viendront, ils découvriront. Vous avez des institutions dans certains pays qui avaient le budget le plus élevé de toutes les institutions d'État dans le pays à ce moment-là. Parce qu'on a mis les moyens pour sévir. En tout cas, ce n'est qu'un avant-goût. Faites le déplacement tout simplement pour suivre cette causerie débat et cette causerie sur ce bouquin « Combattre la corruption » de Robert Klitgard. Merci beaucoup, Emion Dokui. À très bientôt. À très bientôt. Allez, on continue avec vous. Il y a un chef téléspectateur. Il est l'heure du journal sur le grand rendez-vous. Il y a Ulvaïs Balogun qui nous attend dans la rédaction de BB24, tout simplement. C'est le journal. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de préférer les informations sur BB24. Voici le sommaire. Il
Ils sont désormais de tous les rendez-vous sur les changements climatiques. Eux, ce sont les tresseurs de code, un groupe de jeunes enfants éco-citoyens qui sensibilisent sur les effets néfastes du réchauffement climatique. La sociologie au service du Bénin, du développement du Bénin, c'est possible. Et l'université d'Abomey-Calavi s'attelle à réfléchir sur la problématique pour permettre un réel décollage. Enfin, un nouvel album pur acoustique dans l'univers discographique du Bénin. Aflimi, c'est le titre de cet opus sorti par le duo Landry Plus. Après Marrakech et Borne, l'association Les Tresseurs de Code a répondu également présent cette année au rendez-vous de la COP 24. Au stand de la francophonie, les enfants béninois, 3 au total, ont fait une sortie pour sensibiliser sur les dangers du réchauffement climatique et sur la destruction de la nature. Images et son avec William Tchoki depuis la Pologne. Nous sommes les héritiers de ce monde qui est en train d'être détruit. C'est pour cela que dès aujourd'hui, nous devons prendre un engagement. Les enfants parlent à la COP 24. Ils rêvent de changer le monde, inculquer aux enfants de leur âge et aussi aux adultes les bonnes pratiques environnementales. Ils viennent du Bénin, précisément de l'association Les Tresseurs de Code. Pendant près d'1 heure, ils ont tenu en haleine le public, des délégués venus de plusieurs pays du monde et toute la délégation béninoise. Et nous, compteurs, ambassadeurs des tresseurs de cordes, nous engageons à protéger notre environnement pour que nous puissions vivre plus heureux et plus longtemps. Le mode opératoire, un conte. Le message est simple. Arrêtons la déforestation. Évitons le gaspillage alimentaire, de l'énergie et de l'eau. Évitons de tuer les animaux sous prétexte de la pauvreté. Trier les déchets, les traiter, les réduire. Nous sommes aussi engagés à aller à la rencontre d'autres personnes, enfants comme adultes, pour les sensibiliser à agir de manière responsable. Ces enfants exigent des actions concrètes et non des discours creux des adultes. Nous avons mis en place depuis l'année dernière donc un projet que nous appelons Kid to Kid. C'est un projet qui consiste aux enfants à aller vers d'autres enfants pour leur parler des bons gestes à adopter dès aujourd'hui pour protéger notre environnement. Et donc ça se matérialise par de mini-conférences que nos enfants vont animer dans des écoles. Comme eux, les enfants tchadiens sillonnent les pavillons de la COP24. Ils avaient aussi un message important à passer: sauver le lac Tchad. La restauration du lac Tchad. Nous voulons que les pays les plus développés finalisent les fonds verts. C'est une importante source alimentaire pour une frange non négligeable de la population africaine. Ils l'ont martelé. Dans la région du lac Tchad, il y a 40 millions de personnes qui vivent et dépendent de ce lac. Et il y a aussi une espèce de bœuf très rare qui vit là-bas, le bœuf kouri. Ce bœuf se trouve seulement en Afrique et au Tchad, particulièrement au lac Tchad. Ces enfants à la COP24 de Katowice en Pologne, c'est peut-être 1% des délégués représentés, mais le message sonne et traverse la terre entière. De passer à l'action. Ce que nous exigeons aujourd'hui, c'est l'action. Merci à notre envoyé spécial William Tchoki. Que peut la sociologie dans le développement du Bénin? La question est au cœur des échanges du 5e numéro de la rencontre dénommée Mercredi scientifique. Un instant de partage des multiples solutions que peuvent apporter, ou plutôt que peut apporter, l'université d'Abomey-Calavi pour un réel décollage du Bénin. Les acteurs en parlent dans ce reportage signé Enoch Ronkwati. Ils sont au cœur de la conception de tout projet de développement social. Ils sont même mieux placés que quiconque pour analyser, décrire et parler des phénomènes sociaux. Mais ils sont moins sollicités dans les instances de prise de décision. Eux, ce sont les sociologues. Cette rencontre vise à montrer l'importance de cette race d'intellectuels. Dans tous les domaines, lorsque vous voulez prendre une décision, lorsque vous voulez agir pour un peuple, il est bon de constituer au départ afin qu'il puisse être associé au projet pour vous faire prendre du recul nécessaire afin de pouvoir réfléchir et de vous trouver les moyens qu'il faut pour pouvoir arriver. Ce n'est pas le chiffre chez lui, mais c'est l'analyse qu'il faut pour que le qualitatif, bien que le qualitatif et le quantitatif soient pas pris ensemble. Beaucoup pensent que c'est le
le quantitatif seulement qu'il faut. Non, il faut l'aspect qualitatif et cognitif aussi pour que l'homme puisse être en harmonie avec son milieu de vie. Alors le sociologue, il faut le replacer dans le milieu afin d'avoir un développement porteur. Mercredi scientifique, une initiative du professeur Placide Clédjo. Il vise à échanger aussi bien avec les étudiants que les politiques pour le développement du Bénin. Mercredi scientifique, c'est justement le fait qu'on a remarqué qu'il y a une sorte de séparation entre les décideurs et la recherche à l'université. Nous travaillons beaucoup, nous avons beaucoup de résultats, mais les décideurs ne sont pas au contact de ces résultats-là. En fonction de chaque thème, nous appelons ceux qui sont concernés dans l'administration et ils viennent et ensemble on échange pour voir dans quelle mesure on peut appliquer. Ce qu'on a fait tout dernièrement sur les énergies renouvelables par exemple. La mairie est venue pour dire bon, c'est bien, nous on ne savait pas qu'il y avait ces résultats-là, mais vous pouvez nous aider alors à placer les feux tricolores, si on peut les mettre sur l'énergie solaire. C'est la préoccupation par exemple de la mairie. Et nous allons en tenir compte pour voir dans quelle mesure on peut orienter la recherche pour pouvoir les aider. Mercredi scientifique est une rencontre mensuelle. Et pour cette 5e édition, le thème retenu est la sociologie face aux défis du développement au Bénin. Aujourd'hui, si nous prenons les défis économiques, lorsqu'il y a des décisions à prendre, lorsqu'il y a des choses à faire pour le bien-être de la population, il serait bon de les intégrer à la forme pour qu'eux puissent vous dire, le vivre ensemble. Comment on peut faire pour que cela puisse marcher? Telle loi qu'on veut prendre, dans quelle mesure on peut la prendre pour que cela puisse passer, pour que cela puisse apporter un bien-être aux bénéficiaires. N'étant pas historien, d'accord, mais il peut vous remonter dans l'histoire pour vous dire telle chose a eu tel effet, telle chose a eu tel effet. Et dans le vivre ensemble, voilà comment le peuple peut se comporter. Et alors, en tenant compte de ça, il faut savoir comment agir. Les sociologues, on les appelle dans le jargon général des médecins de la société. Et donc ceux-là connaissent beaucoup de problèmes que les développeurs ne connaissent pas, par exemple, les décideurs ne connaissent pas. Et il y a beaucoup de documents qui sont édités, il y a beaucoup de thèses qui existent par rapport aux différents problèmes que le Bénin a. Ces documents, pour la plupart, ne sont pas mis en évidence, ne sont pas mis en pratique par les décideurs. Cette rencontre d'échange et de partage a lieu tous les derniers mercredis de chaque mois. Le prochain rendez-vous est pris pour le 30 janvier 2019 avec comme thème la carrière d'un enseignant-chercheur. Il sera animé par l'ex-recteur de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Brice Saint-Saint. Le rendez-vous est donc à apprendre. Ceci est un album purement acoustique, de la guitare, de la clarinette, un mélange qui donne l'album à Flimi. Un album mis sur le marché musical par le duo Landry Plus, de jeunes béninois qui passent par la musique pour sensibiliser et éduquer. Gloria Oni était de la partie. De Landry, une même vision, celle de dévoiler leurs compétences artistiques pour le plaisir des mélomanes. Landry Padonou et Landry Magnidé exposent au public les différents morceaux de leur premier album, Aflimi. Je ne dirais pas que c'est une musique béninoise parce que d'autant où il y a la clarinette, la guitare, ces instruments ne sont pas des instruments béninois et donc c'est du contru nous faisons et pour ne pas dire du pur acoustique puisque la musique acoustique c'est la musique acoustique qu'on fait mais on n'a pas oublié notre tradition. C'est pour ça que nous avons introduit le talking drum, les gants, la cassette et tumba, tout ça. Ils veulent impacter plus d'un à travers la finesse et la précision de leur voix. Ces jeunes chanteurs possèdent une philosophie qui entre en droite ligne des réalités du Bénin et de l'Afrique. Je viens de déguster l'album parce que ce que je viens d'écouter, c'est un son en devenir. C'est-à-dire il y a de l'énergie qu'on peut vendre au-delà de la frontière. C'est rare de voir des jeunes comme ça qui m'inspirent. Et aujourd'hui, j'ai été vraiment sidéré avec la technique et la manière de faire de la musique. Cette musique peut traverser la frontière. Particulièrement, j'adore tout ce qui est
traditionnelle, artistique. Je suis dans le domaine, c'est 20 sur 20. L'un des morceaux dont l'interprétation retient l'attention est l'exhortation des parents pour la conception de paroles positives sur leur progéniture. Afrimi qui implore les parents à prier pour leurs enfants. À prier pour leurs enfants pour qu'ils puissent réussir dans la vie, pour les soutenir demain. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de mettre des enfants au monde et être parent, non. Parce que la bénédiction des parents aussi compte beaucoup dans la vie des enfants. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons donné le nom Afrimi à notre album. Parce que tout commence par la prière. Et par la prière, on peut tout. Le duo Landry compte poursuivre l'aventure ensemble. Ce premier album contient 12 titres qui relatent l'amour, la patience, les faits de société et l'éducation. Hors des frontières béninoises, la Banque mondiale a annoncé un nouveau programme de plus de 578 milliards de francs CFA destiné à soutenir la deuxième génération du programme de réforme de l'Égypte. Le nouveau programme vise à promouvoir les petites entreprises, principales sources d'emploi du pays, tout en renforçant les capacités des gouvernements locaux pour la fourniture de services à leurs citoyens et pour guider le développement local. Ce programme va contribuer à appuyer financièrement le programme de développement économique du gouvernement égyptien intitulé « L'Égypte décolle ». L'Afrique du Sud est officiellement sortie de la récession après avoir enregistré une croissance de 2,2% au troisième trimestre de l'année 2018. Selon les données de l'Institut national de la statistique, le produit intérieur brut du pays le plus industrialisé du continent s'était contracté respectivement de 2,6% à 0,4% au premier et deuxième trimestre de l'année 2018. L'embellie économique enregistrée découle essentiellement des bonnes performances des secteurs de l'industrie, de l'agriculture et du transport. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez-moi demain pour le journal. Allez, merci beaucoup à vous, Ulvaïs Balogun, pour la présentation du journal. On va se retrouver certainement vendredi prochain. Voilà, sur le grand rendez-vous. Mais avant cela, vous serez là, déjà le week-end, pour continuer. Merci à vous et bonne soirée. Le grand rendez-vous, oui, la soirée continue avec vous, chers téléspectateurs, et nous allons tout simplement élargir les informations à la toile pour suivre l'actu web. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, ministre de l'économie numérique et de la communication du Bénin, a été nommée dans l'équipe spéciale de l'ONU sur le financement numérique. Elle fait partie des 6 personnalités africaines retenues par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le groupe de travail va identifier, explorer les possibilités de mobilisation de financement dans la réalisation des objectifs de développement durable. L'équipe de projet va coopérer avec des institutions et des structures privées comme publiques pendant 10 mois. La première réunion des experts est prévue pour janvier 2019 en Suisse. Plus de 200 agents et partenaires du secteur énergétique se réunissent depuis hier à Cotonou. C'est à travers la première édition du sommet international pour le développement de l'électricité en Afrique, SID Africa. Durant 3 jours, ces acteurs vont faire le bilan sur la situation actuelle du secteur en Afrique et évaluer les apports de solutions pour une meilleure indépendance énergétique. L'Afrique ne consomme que 3% de l'énergie produite par la planète, selon les propos du ministre de l'Énergie, Jean-Claude Rousseau. Présent à la cérémonie d'ouverture, il
il espère trouver dans l'interface des réponses pertinentes et innovantes en matière d'énergie. Les discussions et concertations menées au cours du sommet vont permettre d'explorer de nouvelles solutions énergétiques et d'adopter de nouvelles stratégies dans le cadre de la redistribution de l'électricité aux populations. Le G5 Sahel va bénéficier d'un financement de plus de 2 milliards d'euros. L'annonce a été faite hier dans le cadre de la conférence de coordination à Nouakchott, en Mauritanie. Les bailleurs de fonds et les partenaires financiers ont manifesté leur désir de booster le développement des 5 pays de la région. Ils envisagent mettre en œuvre une quarantaine de projets repartis dans le domaine de la défense, de la sécurité, de la gouvernance, des infrastructures, de la résilience et du développement humain. Ce financement va contribuer au démarrage du programme d'investissement prioritaire de l'organisation dans la période 2019-2021. Ces aides vont permettre d'atteindre un montant total de 2,4 milliards d'euros, soit plus de 125% du financement. Les séries africaines sont à l'honneur sur Netflix. Après les séries latino-américaines, européennes et asiatiques, la société américaine va produire en 2019 des séries Made in Africa. La société américaine pense que la moitié des 10 émissions les plus suivies de Netflix vont être des productions venues d'ailleurs dans quelques années. Une tendance qui va certainement booster l'industrie cinématographique et télévisuelle mondiale. Plus besoin de quitter leur pays pour séduire un large public, ni de choisir Hollywood contre son propre pays. Tel est le message que le vice-président de Netflix, Eric Barmack, veut communiquer aux talents. En septembre 2018, Netflix avait déjà acheté les droits de diffusion de Lionheart de Geneviève Nadji. Fin de l'actualité sur la toile, à très bientôt. Fulgencia Ontondi, merci beaucoup et bonne soirée. À la semaine prochaine, n'est-ce pas, pour l'actuel. À présent, un coup d'œil sur le tableau météo avant de partir. Merci à tout un chacun de vous d'avoir passé toute cette semaine avec nous. Oui, on est en fin de semaine de travail. Portez-vous bien et très bon week-end, mais toujours sur BB24.